Première prise. Du coup, on est aujourd'hui ici sur le podcast Café, pause détente. On va parler avec Rachel et moi-même Laurent sur des sujets qui nous animent, donc les startups et les humains, en passant par la technologie. Donc, je te propose, Rachel, qu'on fasse une brève introduction de nous-mêmes, vu que beaucoup d'entre nous ne nous connaissent pas. Du coup, pour moi, je suis Laurent Lukopoulos, je suis donc ingénieur et j'ai aussi créé ma propre start-up qui est actuellement toujours en cours de construction. Ça s'appelle Audy, ODYY.com. Donc je crée un réseau social basé sur de l'événementiel. J'ai précédemment bossé dans des entreprises de réseaux sociaux, donc je connais bien l'informatique, les problématiques, le réseau, les gens. À toi, Rachel, je t'en prie. Je m'appelle Rachel Desmoulins, je suis psychologue indépendante ou en libéral. Je crois qu'on dit les deux. J'étais anciennement prof. Et aujourd'hui, donc je fais plutôt des tests psychotechniques, je reçois une patientèle, je m'occupe de familles et d'adolescents. Et le principe d'aujourd'hui, c'était qu'on apporte chacun un regard croisé sur effectivement des situations actuelles, quotidiennes, liées au travail et aux startups. Surtout. Exactement. Y en a une qui m'a beaucoup plu, donc ça fait un petit moment déjà que la recherche a apparu. Et on va directement, je pense, attaquer dans le vif du sujet parce que ça me passionne énormément. Donc une personne à Stanford University qui a posté sur X un statut, un post surtout, qui disait en gros que 9,5% des gens, enfin développeurs, sont des ghosts, du coup des fantômes. Ouais, c'est assez marquant, surtout en tant que développeur moi-même. Je me suis dit waouh, il prend pas des pincettes et il utilise surtout le mot ghost avec une couleur de typo différente. Et je me suis dit oui, quel est cet effet et pourquoi, alors que déjà plein de gens se posaient la question du coup d'être ou pas légitime dans leur travail en informatique. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, merci. Et je me disais en fait pourquoi aller venir nourrir tout ça. Et du coup on parlait aussi d'un peu d'intelligence artificielle. Enfin, voilà, je te laisse me dire ce que tu en penses déjà sur le sujet. On peut questionner en tout cas les motivations de l'auteur à considérer qu'il y a un peu deux camps, c'est-à-dire le camp de ceux qui travaillent et de ceux qui ne travailleraient pas. Et on pourrait dire les profiteurs, parce qu'ils ne travailleraient pas, mais ils toucheraient un salaire a priori. Donc en fait, je trouve que la question, elle pose la question de à partir de quel moment on considère que quelqu'un travaille, en fait. Et surtout chez les développeurs. C'est une question qui est assez controversée parce qu'on voit beaucoup de grosses structures, de grosses entreprises en fait qui embauchent des gens et du coup ils sont bien dans un placard quelque part. Après, on essaye d'avoir quand même des choses dynamiques. J'ai l'impression que on a de moins en moins cet effet placard quand même. Si on parle aussi des startups, en fait il y a eu pas mal de massacres dans notre domaine aussi. Il y a eu le fait que les massive layouts, comme ils appelaient ça aux US, qui nous ont touchés aussi un petit peu en Europe, faut pas se mentir. Comme quoi il y avait plein de postes qui étaient d'entreprises en fait qui étaient supprimés. Oui. Après, en l'occurrence là, toutes les entreprises, toutes les structures se posent la question de la rentabilité qu'apportent leurs collaborateurs, leurs employés, leurs prestats. Donc c'est une question qui se comprend, puisqu'en fait gérer une boîte, c'est gérer de l'argent. Gérer de l'argent, c'est aussi l'investir. En qui est-ce qu'on veut investir un argent qu'on considère un peu à soi ? Parce qu'une boîte, c'est un peu son bébé, donc c'est un peu son argent. Il y a aussi une histoire de... Tu veux dire, on se met pas assez dans le prisme du coup du patron ? Non, je pense pas qu'on soit pas assez dans le prisme du patron. Je pense que le prisme du patron, par contre, s'immisce beaucoup dans la vie du professionnel. Et que c'est beaucoup les patrons qui finalement décident d'une partie du quotidien, en tout cas des professionnels, qu'on soit en free ou en salariat. Et donc effectivement, ce que ça révèle en fait finalement de présenter les choses de cette façon, c'est plutôt une vision du travail avec des gens qui auraient raison et des gens qui auraient tort. Ok. Alors que, et de fait, dans le prolongement de tout ça, des gens qui considéreraient, à juste ou mauvais titre, peu importe, mais qui considéreraient qu'eux auraient la bonne vision de ce qu'est le travail.
Et ça, on en a un peu parlé, mais il faut considérer qu'un travail correspond à une zone en particulier. C'est-à-dire qu'être développeur, par exemple, dans, je sais pas moi, dans la sécurité, c'est pas être développeur comme dans d'autres champs. Ouais. Et le travail du mec qui bosse dans la sécurité, c'est pas le mec qui s'occupe de, je sais pas moi, gérer des caméras, parce qu'en fait, il bosse dans la sécurité aussi, mais il s'occupe des caméras, par exemple. Et donc, en fait, je pense qu'on a tendance, et ça, c'est confortable, de faire des généralités, de dire tous les développeurs, sur tous les développeurs, il y en a 9,5 qui ne travaillent pas. Mais on connaît pas le métier de ces 9,5 développeurs. Peut-être que leur métier réside dans d'autres tâches qui sont pas les mêmes que des développeurs, je sais pas moi, en front ou en back ou machin. On compare un peu des poires et des oranges, là. Oui, bien sûr, il y a plusieurs métiers, etc. Ouais. Mais je crois qu'ils ont fait quand même un truc assez solide en prenant plusieurs niveaux de métiers avec des développeurs différents qui étaient sur des technologies différentes, mais communes, en fait. Je veux dire, ils segmentaient pas mal de choses. Mais je pense que ça reste pertinent de poser cette question-là en ces termes-là. C'est pas parce que c'est pas solide. En tout cas, je pense que Bien sûr, mais après moi ce qui m'intéresse réellement en fait c'est de voir du coup un discours comme copilote en fait, je parle pas de Windows mais bien de la solution de GitHub qui aide les développeurs à être comme le nom l'indique un copilote pour pouvoir développer avec eux. Au-delà de la manière dont on s'entoure d'un point de vue technologique, l'être humain a toujours eu des outils. Alors on met ce qu'on a envie de mettre derrière un outil, mais c'est très personnel un outil. Par exemple, il y a des gens qui pourraient considérer qu'un stylo est un outil, d'autres considéraient que c'est autre chose. Et je pense que c'est intéressant de considérer que finalement, la technologie peut être un outil. Et finalement, cet outil-là, on le juge. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on juge certains outils au regard de certaines pratiques. Et ce que moi, je veux dire, c'est que... Quel est le rapport entre juger l'outil et le fait qu'on dise qu'en fait, là, on juge plutôt l'humain, en fait? On juge l'humain qui utilise l'outil, mais à travers l'outil. C'est-à-dire qu'on juge la bonne ou la mauvaise pratique d'un être humain à travers l'utilisation ou l'inutilisation d'un outil. D'accord. On considère que c'est un bon professionnel s'il n'a pas besoin d'outils. Et ça, c'est une vision qui correspond à une partie de ce qu'on a quitté un peu, mais qu'on continue à avoir. C'est un peu l'homme-machine, qui est censé capable de tout faire, qui se forme tout seul, qui est très autonome. C'est vrai qu'avant, on avait beaucoup cette image-là. Et je me rappelle... même un peu au sein de mon école, du coup je viens d'Epitech, ils m'ont dit, en fait, oui, ils avaient des t-shirts, en fait, dans le dos, il y avait 50% machine, 50% humain. Enfin, je me rappelle plus exactement du ça fait trop longtemps. C'est un peu fantasmatique que d'imaginer qu'un d'ailleurs, être humain fonctionne comme ça. Me tapez pas dessus, vous me direz, c'est quoi le je pense truc exact. Ouais. En tout cas, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'un être humain s'adresse à un autre être humain avec quels moyens. Et là, en l'occurrence, c'est un être humain, l'auteur de l'étude, qui s'adresse aux autres, donc un autre groupe, en disant « Vous utilisez cet outil-là, vous n'êtes pas de vrais développeurs ». Ce qui, en fait, montre sa conception du métier de développeur. Donc, ça nous renseigne sur qu'est-ce qu'il considère selon lui, et donc ses critères à lui. C'est pour ça que je parlais de spécialité, du fait de travailler dans différents champs. Pourquoi est-ce que ça justifie de différentes pratiques et donc de différents quotidiens professionnels ? Et je pense qu'on doit se poser la question de comment on juge les outils qu'on utilise. Et qu'est-ce que ça permet de faire ? Parce que là, ils ne jugent pas pour dire on peut progresser en tant que développeur, mais ils jugent pour dire il y a des bons et des mauvais développeurs. Oui, c'est exactement ça. Et en plus, le chiffre est petit, donc il y a un effet... voilà. Et comme je disais, en fait, vous pourrez aller le voir aussi sur Twitter, je mettrai le lien en dessous. L'image, le texte en fait met vachement en avant le ghost, donc le fantôme, les 9,5 avec des couleurs différentes. On peut s'intéresser à la mise en scène aussi. C'est-à-dire qu'on peut essayer de regarder ce qu'il y a derrière tout ça. Est-ce que les recherches ne seraient pas biaisées du coup en tant que psychologue qu'est-ce que tu en penses quand les personnes cherchent à faire du drama en fait sur Internet ? On peut les tenir pour responsables, mais on ne peut pas les tenir responsables de certaines politiques de... Voilà. Okay. Et surtout des politiques des algorithmes. Bien sûr. Et après, qu'est-ce que tu en penses quand même de l'incidence de ces recherches ? Parce que ça peut être vrai, mais ça peut aussi faire du mal quelque part. J'ai l'impression que c'était pas très bien accepté de la part dans la communauté des développeurs. Je suppose que ça fait pas du bien à une communauté qui est perpétuellement remise en question aussi. Enfin, toutes les communautés sont beaucoup remises en question, mais les communautés en lien avec la technologie sont plus facilement remises en question puisque les technologies vont vite
Donc en fait, on a cette vitesse-là de remise en question sur cette communauté aussi. Ce que j'en pense, moi, en tant que psychologue, c'est que les gens qui voudront croire certaines choses et adhérer à certains stéréotypes y adhéreront toujours. Bien sûr. Donc il y a l'autre côté ou les autres. On a parlé un petit peu du côté protection de l'humain. Après, il y a le côté pur capitaliste, en fait, qui a envie de faire de l'argent, qui se dit, ah ben tiens, tant mieux, les développeurs étaient chers, maintenant on a besoin j'en vire deux parce qu'en fait, ils utilisaient ChatGPT et que j'ai pas besoin d'eux, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, je peux le dire aussi en tant que fondateur donc, d'une start-up, j'adorerais que ce soit comme ça, réellement. Qu'on puisse, du coup, en tant que développeur, avoir plusieurs projets, ne pas en avoir peut-être qu'un. Et en tant que gérant de société, pouvoir créer des projets très rapidement, en fait. Et j'ai pas l'impression qu'on est encore là. Mais j'ai l'impression qu'on y tend. Donc les outils sont là pour aider, effectivement. Ils s'améliorent de jour en jour. On peut avoir quelque chose de très rapide, c'est-à-dire une application qui fait le strict minimum tout de suite. Et après, pour peaufiner, rajouter des choses, là, ça commence à être un peu plus difficile pour l'IA. En même temps, est-ce que... Je pense que ce que l'avenir nous réserve, on verra bien ce qu'il nous réserve. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on fait avec ce qu'on a aujourd'hui et dans quel objectif on le fait. Est-ce qu'on fait du quick and dirty ou est-ce qu'on fait autre chose ? Ouais. Parce qu'en fait, c'est aussi ça la question. C'est-à-dire que l'autre question... Ça dépend de quel prisme on se place. Est-ce qu'on a une SaaS ? Est-ce qu'on est une start-up, une grosse entreprise ? Et qu'est-ce qu'on souhaite ? Parce qu'en fait, je trouve que d'une manière générale, on pose beaucoup la question des technologies, mais on ne pose pas la question des motivations à mettre en place certaines technologies. Ok. Donc je pense que ce serait intéressant, plutôt que de pointer des gens du doigt en disant vous utilisez tel truc ou vous n'utilisez pas tel truc, de dire pourquoi est-ce qu'on l'utilise ? Effectivement, est-ce qu'on l'utilise pour s'aider parce qu'on a besoin de copilote et qui est quand même une super techno ? Je pense qu'on sera quand même plutôt majoritairement d'accord avec ça. Peut-être. Et en même temps, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire... Après, il y a le CEO du coup d'NVIDIA qui a dit aussi que l'intelligence artificielle projettera les développeurs dans le sens où les nouveaux langages, ça ne sera pas un langage de programmation, mais ça sera l'anglais. Il faudra parler anglais pour pouvoir programmer. Et du coup, j'ai l'impression quand même qu'on est très très loin de ça. Donc potentiellement, j'imagine qu'il essayait un petit peu de vendre son projet et tout, et que les gens y adhèrent. C'est pour ça que je parle de motivation. C'est parce que je pense qu'on sous-estime le pouvoir des motivations, en général. Et sans tomber dans les théories du complot de la tech, mais c'est intéressant d'y réfléchir quand on lit ce genre de choses. Est-ce que tu penses que c'est quand même du marketing versus, du coup, de la... Je sais pas si ces personnes... Je pense, de mon prisme, j'ai l'impression, naïvement, qu'ils utilisent le marketing de la peur. Oh, c'est partiellement vrai. Après, est-ce qu'il n'y a que ça ? Je ne sais pas. Le contexte dans lequel cette personne a rédigé cette recherche, les hypothèses qu'il a émises et la manière dont il les a conclues, effectivement, elles peuvent être biaisées, hein, mais elles lui appartiennent et elles ont des objectifs qui lui sont propres. Et s'il a eu besoin de faire cette recherche, tant mieux. Ça a du sens de mettre en place des protocoles expérimentaux. C'est toujours intéressant d'y réfléchir. Et si on revient sur du syndrome de l'imposteur, aujourd'hui, je suis développeur dans une start-up, par exemple. Comment je fais une fois que je vois ça, je commence à avoir peur, je transpire, je suis pas bien. Est-ce que demain je vais être remplacé ? Est-ce qu'il faut que je commence déjà à aller chercher un autre boulot ? Quelle est l'approche en fait pour pouvoir vivre tout de suite dans le présent ? Parce qu'en fait les technologies ne sont pas là pour nous remplacer actuellement tout de suite. Comment je fais pour ne plus avoir peur de cette crainte ? Alors, elle est intéressante cette phrase, ne plus avoir peur de cette crainte. Je pense que déjà, il faut accepter d'avoir peur, dans un premier temps. Il faut accepter de dire, ok, y a un truc qui va pas, je me sens pas bien, et d'identifier ce qu'elle vient chercher, cette peur. Est-ce qu'elle vient chercher une angoisse parce qu'on a peur de perdre son appart ? Est-ce qu'elle vient chercher un truc qui nous vient de la petite enfance parce qu'on n'a jamais été assez suffisant ? Qu'est-ce qu'elle vient chercher ? Donc déjà, on l'accepte. Ensuite, on essaye de l'identifier, soit on arrive à le faire seul, soit on a besoin de quelqu'un, par exemple. Ça peut être plein de gens, hein. Ça peut être un entourage, ça peut être des professionnels, ça peut être plein de choses. Il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit des psychologues. Et une fois que c'est identifié, en fonction de ce que cette peur vient chercher, on vient travailler dessus. Alors il y a de la sophrologie, il y a des méthodes de relaxation, il y a des activités qui ont tendance à quand même relâcher le système nerveux. Je pense au sport aussi, hein.
J'ai lu un truc super intéressant sur le fait que quand on est stressé, qu'on regarde trop nos écrans, etc., ça crée des pics de dopamine. Et en fait, justement, le sport aidait à réguler ces pics de dopamine. En fait. Je pense que c'est intéressant de penser à tout ça. Ouais. Il y a des petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien. Ouais, mais c'est un peu facile de dire que le sport va m'arrêter de me faire peur de ça, en fait. Tu vois, non, pas arrêter. Ouais, voilà. Ça, c'est un grand fantasme, mais ça va aider à réguler. D'accord, ça va aider à réguler. Et parlons du fait que, en fait, c'est normal d'avoir peur. Bien sûr, d'où le fait d'accepter d'avoir peur. Et du coup, demain, je pourrais ne pas avoir de boulot, mais c'est normal. Ça va un peu loin, c'est pas mon propos. Elle est dure, cette question. Non, mais elle est intéressante à l'heure où la sécurité et la stabilité dans les jobs, elle est un peu mise à mal, on comprend. Hein, j'ai l'impression aussi qu'on bénéficiait jusqu'à maintenant d'une grande stabilité en tant que développeur. Et que du coup, en évoluant, comme tous les boulots, en fait, on la perd un peu et que ça fait stresser un petit peu quelque part. Bien sûr, mais j'imagine et je réfléchis à toutes les personnes qui se sont converties avant. Je pense que toutes les périodes de transition comme celle-ci, et on en vit tous plus ou moins en fait des périodes de transition, c'est juste qu'elles sont perso, pro ou les deux, elles viennent remonter des choses. C'est pour ça que je parle d'accompagnement, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'une vie tout seul, ça soit faisable. Et quand je dis tout seul, ça inclut aussi l'entourage, les amis, les gens avec lesquels on peut approcher ces conversations qui sont difficiles. C'est important de s'ouvrir sur soi et vers l'autre. Et donc, effectivement, ça ne sauvera pas, ça ne fera pas avoir un métier de dire j'ai peur. On est bien d'accord. Ça ne paiera pas le loyer de dire j'ai peur. Oui, mais après, moi, je pense que ce qui pourrait être une alternative, c'est utiliser ces outils pour pouvoir créer donc des logiciels, des choses en fait, et passer de concepteur à créateur. Je pense que nécessairement les gens trouveront leur place à condition qu'ils la questionnent. Et ça, c'était un peu la suite de mon propos, c'était qu'il faut considérer les choses dans un ensemble et qu'il y aura des phases. Il y aura des phases d'angoisse. Mais ces phases d'angoisse, elles auront des creux, elles auront des pics, et puis dans les creux ou dans les pics, les personnes seront capables de mettre en place des stratégies. Parce que effectivement, ces temps de récupération qui sont permis grâce au sport, à la thérapie, aux activités qui détendent, c'est ça aussi. C'est des phases de repos qui permettent de rebondir et de mettre en place des stratégies pour faire face en fait à la vie. Est-ce que c'est possible quand même que dans ces profils-là, certains, ils voient leur carrière en tant que développeur comme une zone de sécurité où ils se disent voilà, je vais pas créer d'entreprise, je vais pas prendre de risques, je vais être là, je vais être stable. On n'a pas besoin d'être développeur pour avoir besoin de sécurité. Je pense que ça s'étend à beaucoup d'autres métiers, et effectivement c'est vrai, mais d'une manière générale, la prise de risque, j'imagine qu'on peut voir aussi dans des boulots qui sont à forte demande, par exemple le marketing, etc. Dans tous les métiers, il y aura toujours des natures et des personnalités qui seront plus enclines à aller vers le risque, toujours. Et on ne pourra pas leur en vouloir. C'est important de faire des choses qui correspondent à nos besoins. C'est pour ça que je parle d'identification. Après, en tant que freelance, moi, pour le coup, j'ai vu que à chaque fois que je prenais des risques, c'est là où justement il y avait des plus grosses sommes du coup à la clé. Donc, attention, parce que c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, bien sûr, je suis d'accord. Mais sur des projets avec plus de risques, c'était plus stimulant, plus intéressant, sans parler non plus de profit. C'est pour ça que la connaissance de soi, c'est important. Peu importe ce qu'on fait, peu importe les projets, peu importe ce qui est écrit sur Internet. Parce que c'est ça aussi, c'est la connaissance de soi, c'est s'armer aussi un peu parfois. Aujourd'hui, je suis un peu dépité d'Internet parce que j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde essaye de vendre quelque chose. Parce que tout le monde est passé de j'ai un boulot à j'ai un boulot plus un side project. Donc un projet parallèle. Ça s'adresse à une partie de la population quand même, Pas toute la population, oui, mais une grande partie. Et du coup, aujourd'hui, quand je me connecte sur Internet, je vois des gens qui créent des contenus parce qu'ils ont un truc à me vendre, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que tout le monde utilise le marketing et qu'il n'est pas forcément éthique. Et en fait, j'ai beaucoup de mal. Parce que j'ouvre mon téléphone et une fois sur deux, j'ai une crainte. On passe d'humain à produit, effectivement. On pouvait tolérer, je pense, d'être un produit de temps en temps et de se dire, bon, allez, tu veux me vendre un truc, je te laisse, j'écoute la sérénade un peu et puis on voit si j'achète. Donc avant, on arrivait à s'arrêter à un stand, se faire vendre le truc et puis voir si on achetait. Alors qu'effectivement, maintenant, il y a beaucoup plus de stands et on se fait arrêter à chaque fois, entre guillemets. Donc effectivement, on passe plus du bien produit qu'autre chose, mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup valorisé la mise en place de projets.
C'est-à-dire que socialement, c'est très valorisé de dire que tu lances un truc. Ouais. En fait, et donc, tout le monde est à la recherche de reconnaissance sociale, plus ou moins dans un niveau et dans une proportion importante. Mais ça fait toujours plaisir quand on suscite de l'intérêt. Et c'est un peu les pics de dopamine qu'on récupère avec TikTok, Facebook, Instagram, moindre mesure d'autres choses, comme le sport. Mais je pense que c'est intéressant de questionner, encore une fois, les motivations. Est-ce qu'on fait un projet ou est-ce qu'on utilise des technos parce qu'on a besoin de se détendre? Aujourd'hui, c'est une journée un peu compliquée, on a besoin de s'aider d'outils. On est un peu down, donc on lit un truc sur Internet qui vient de Stanford et on se dit, ok, le mec, il a raison, c'est le mec le plus ultra de l'intelligence et il a raison, je fais partie de ces 9,5%. Stanford, c'est un bon tampon quand même. Ah mais complètement, je négocie pas ce tampon. Ce que je veux dire, c'est que dans toutes les périodes de la vie, voire de la journée, on peut passer par des phases comme celle-ci. Bien sûr. Et donc, après, on a eu des gens qui ont dit aussi des énormités, des résultats qui n'étaient pas forcément, qui reflétaient pas la réalité par le passé. C'est pour ça que je parle de résistance. J'ai envie de dire, si je me trompe pas, Bill Gates avait cité qu'on n'aurait jamais besoin de plus de 16 ou 32 gigas de RAM en fait sur les ordinateurs. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'avenir nous réservera ce qu'il nous réserve. Bien sûr. Est-ce qu'on se trompe peut-être aussi sur l'IA? C'est pas, enfin, tout est à questionner, quoi. Après, c'est sûr que de vivre dans les peurs futures constamment, c'est pas intéressant. Et c'était l'autre partie de ce c'est pas que intéressant je pense pour construire le futur. Ouais, c'est l'autre partie de ce que je pense, c'est que la peur, elle est intéressante parce qu'elle envoie un signal. C'est-à-dire que là, elle dit, oula, attention, là, il faut que je fasse gaffe, il faut que je me sécurise, en gros. Et en tant qu'humain, c'est important d'écouter ses besoins, que ce soit émotionnels ou des besoins qui sont plus organisationnels aussi. Ouais. Pour autant, effectivement, quand c'est ce que j'allais dire aussi, quand ces angoisses se prolongent, quand on dépasse une nuit, 2 nuits, une semaine, 2 semaines, et que ça commence à être des mois et des années d'angoisse, là, on en est à un stade chronique, et là, il faut vraiment en parler. Là, il faut aller voir un psychologue. thepsychologue.com, c'est ça? La plateforme si pour ça prendre rendez-vous. Si ça correspond à certains, mais c'est important, tout cas, de chercher. Tu es sur Paris, c'est ça? Oui. Bon, en tout cas, je pense qu'en dehors de moi et de ce que je propose, mais d'une manière générale, il faut se poser la question d'être accompagné et d'être entendu, au moins pour pouvoir identifier après. Et une fois qu'on a identifié, on peut proposer un travail. Mais la partie la plus difficile, c'est celle-là. C'est d'identifier, questionner, identifier, et ensuite, c'est pas une partie de plaisir non plus, on va pas se mentir, mais il faut travailler sa résistance. Et il faut travailler aussi le fait de faire face à la vie, effectivement, pour pouvoir éviter d'être trop plombé. C'est ok d'être plombé, mais trop sûr, plombé et pas réussir à se lever le matin parce qu'on a lu ce genre d'énormité. Faut se rappeler que ces gens-là connaissent pas nos réalités à nous en tant qu'humains. Oui, bien sûr, c'est un petit peu comme le président actuel, clairement. Ouais. Qui dit qu'un croissant à 10 €, c'est pas assez cher, quoi. Enfin, je prends un exemple un peu bidon, mais... Ouais, non, mais on a compris, quoi. En tout cas, c'était hyper intéressant de parler de tout ça avec toi. Et puis, on se revoit pour le prochain café. Ouais, bien sûr. Faudra trouver des sujets, du coup. Je sais pas si on... Ouais, carrément. J'espère qu'on aura des bonnes idées. En fait, surtout, j'espère. On va fouiller Twitter, on va trouver, je pense. Ok. Bah, autre chose que Twitter aussi. On dit maintenant X, d'ailleurs. Mais... X. Pardon. C'est dur. Et d'ailleurs, très drôle, mais en fait, j'ai vu sur un ou deux sites, en fait, actuellement, ils disaient aussi Twitter. Dans des API, des documentations, en fait. C'est dur, de changer. Ouais. On fera des efforts, X. À la prochaine. Ça marche. Salut. À la prochaine.